sont des menaces terroristes ou des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Pourquoi nous ne sommes pas développés? Parce que nous avons des dirigeants comme Patrice Talon qui mangent matin, midi, soir avec des terroristes. Dans ce live de Tania, le débat porte sur un sujet d'actualité lié à la coopération sécuritaire entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, notamment le don de 40 véhicules de transport de troupes dans le cadre du renforcement des capacités face aux menaces sécuritaires. Les échanges reviennent sur les propos du ministre d'État, ministre de la Défense ivoirien, M. Téné Birahima Ouattara, qui rappelle la responsabilité des autorités ivoiriennes de protéger l'intégrité du territoire national et de réagir en cas d'incursions étrangères. Il évoque également des situations jugées préoccupantes, impliquant des incursions attribuées au VDP sur le territoire ivoirien, soulevant ainsi des enjeux diplomatiques et sécuritaires. Ce live propose une analyse des implications politiques, militaires et régionales de cette coopération, tout en questionnant ses impacts sur la stabilité transfrontalière et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un échange essentiel pour mieux comprendre les enjeux actuels de sécurité et les positions officielles des autorités ivoiriennes. Il y a eu l'Union européenne qui a fait don à la Côte d'Ivoire et le ministre de la Défense a fait don de matériel militaire. Le ministre de la Défense a dit ça. Ce sont des menaces terroristes ou des incursions de VDP. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. C'est juste des VDP qui font déjà trembler le pouvoir dedans autour comme ça. C'est bizarre, hein? Ah, ils ont déjà peur comme ça là. Bon, mais mes frères, il faut savoir que pour ceux qui se souviennent, en 2024, si vous tapez Ali Ouattara, c'est le représentant Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Il avait déjà, en 2024, et j'avais fait une chronique là-dessus, il avait déjà commencé à dénoncer les VDP. Donc, nous comprenons à travers toutes ces manigances, parce que ce qui est incroyable, c'est que un Européen, un Blanc, qui décide de défendre sa terre, alors qu'il ne fait pas partie de l'armée, il est un patriote. Un Africain qui décide de faire la même chose est un bandit, est un terroriste. Le groupe Azov, du côté de l'Ukraine, bien avant la guerre, a été même cité comme un groupe terreau, cité comme un groupe néo-nazi. Une fois que l'Ukraine est entrée en guerre, soi-disant avec la Russie, alors que nous savons que c'est l'OTAN, ce groupe-là a décidé de se saisir des armes pour défendre sa terre, ce qui est noble. Et il est passé de organisation terreau néo-nazie à patriote. Nous avons en Afrique la même chose. Encore mieux, nos enfants n'ont jamais été dans du racisme ni de la haine raciale. Ils ont juste dit, ils vont aider leurs frères d'armes pour pouvoir sécuriser le continent. Mais on ne comprend pas comment la Côte d'Ivoire a une obstination incroyable vis-à-vis de ces gens, au point où M. Ali Ouattara a appelé la Cour pénale internationale afin que cette dernière sanctionne les VDP. Puisqu'ils ont dit ce qu'ils ont dit, lui, il n'a pas dit qu'on a fait des incursions, ils ont dit que les VDP sont coupables de crimes contre des civils. Donc, cette obstination qu'ils ont, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent faire la guerre avec nos États, notamment le Burkina Faso. Mais ils ont une donnée qui leur échappe. Ils ont peut-être le nombre de nos militaires dans l'armée normale, mais ils n'ont pas le nombre des supplétifs de l'armée, c'est-à-dire des VDP. Et donc, pour eux, rentrer en guerre avec le Burkina Faso, ce serait rentrer en guerre, une guerre qu'on ne pourra pas maîtriser parce qu'il y a un élément, notamment VDP, qu'on ne maîtrise pas. Les VDP, en plus d'être aujourd'hui une armée, c'est-à-dire une armée supplétive influente, connaît le territoire. Puisqu'il y a les VDP locaux qui sont là, qui sévissent dans nos villages, qui sécurisent nos villages, nos villes, et les VDP nationaux qui, eux, marchent à côté de leurs frères d'armes, c'est-à-dire nos FDS. Donc, entrer en guerre
alors qu'on a une donnée qu'on ne maîtrise pas, ça veut dire que ça, il faut à tout prix s'attaquer à cette donnée qu'on ne maîtrise pas pour pouvoir l'effacer et rentrer en guerre. C'est pourquoi cette obstination, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ils ne peuvent pas avoir la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que en Côte d'Ivoire, s'ils font la même chose, les Ivoiriens, notamment la majorité, ne vont pas aller vers eux volontairement. Parce que la majorité n'est pas avec ce pouvoir. Donc, il faut à tout prix anéantir cette donnée qu'on ne maîtrise pas en face pour pouvoir justement aller en guerre avec soi-disant l'ennemi. C'est pour ça cette obstination. Et encore là où ils vont avec ce mensonge, parce que moi je suis incroyablement surprise. Nos VDP c'est-à-dire que font un travail formidable. Ils sont réellement c'est-à-dire qu'ils respectent les règles qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques. Depuis que les VDP sont là, je n'ai jamais vu une incursion sur d'un VDP sur le territoire ivoirien. Tout ce que j'ai vu comme vidéo, comme envoi en privé, ce sont des militaires, ce ne sont même pas des VDP ivoiriens, des militaires ivoiriens qui sont censés connaître les limites de leur territoire, qui font des incursions matin, midi, soir en territoire burkinabé. Malgré le fait que nos FDS les prennent à part, on a vu comment on s'est assis, on mange ensemble et tout. IB même l'a dit, c'est parce que nous considérons la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, comme des militaires, comme nos frères. C'est pour ça qu'on s'assied avec eux. Donc, tu vois un chef des armées qui vient dire un si gros mensonge, c'est pour vous dire que les VDP, quand ils disent VDP matin, midi, soir, sont une donnée qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils veulent qu'on se débarrasse afin de rentrer en guerre. Malheureusement, c'est perdu d'avance. L'autre, Patrice Pantalon, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu un chef d'État qui est autant, c'est-à-dire que la bêtise, je suis désolée. Un chef d'État aussi bête, je n'ai jamais vu. Patrice Pantalon, comment? Eh Seigneur. Non, excuse-moi, je suis désolée. Après Papillon, Voilà après un les président de après la- Ballerine. Non, excuse-moi, je suis dépassée. Le type, il est parti aux Antilles il y a 2 ans en Martinique. Il est arrivé en Martinique, il s'est mis à parler aux Békés. Je tiens à vous dire que les Békés sont les descendants d'esclavagistes que la France a indemnisés et n'a jamais indemnisé les descendants d'esclaves. Ce monsieur aime qu'il arrive de maison. Il se tient devant ce peuple Béké, qui est à majorité les ressortissants des enfants d'Isabelle, c'est-à-dire le pays qui est à côté de la Palestine, là que nous connaissons tous. Et il fait un discours devant ses enfants et des descendants d'esclaves, c'est-à-dire nos frères. Et il leur dit d'oublier leur histoire. C'est-à-dire que nous devons oublier notre histoire pour avancer parce que selon lui, c'est ce qui nous pèse. Et il le dit devant des descendants d'esclavagistes qui sont à majorité juifs, à qui on dit devant Mondovision matin, midi, soir, ne jamais oublier notre histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils connaissent la puissance de l'histoire. Ils savent que si nous puisons dans notre histoire, nous allons trouver la force nécessaire pour les combattre aujourd'hui parce que ce sont les mêmes qui sont en face de nous. Il finit là, on le démonte complètement, il repart du côté du Brésil. Mais là au Brésil, je pense que son chef de la communication a dû le rattraper un peu en lui disant bon, ok, t'as un peu merdé en Martinique en disant d'oublier notre histoire parce que là on n'a pas été content parce qu'effectivement on dit aux autres de ne pas ni oublier ni pardon, mais à nous on bon, donc, il revient au Brésil et il dit au Brésil ok, on doit avancer sans oublier notre histoire, ça irait pas. Mais là il enfonce encore notre peuple brésilien en disant que nous sommes responsables de notre sous-développement. C'est parce que nous nous posons en victime, c'est parce que et quand j'entends encore ce qu'il vient de dire en disant que on peut avoir du manganèse, on peut avoir ceci et ne pas se développer, c'est que ce monsieur se fout des Béninois matin, midi, soir, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut arrêter. Donc il vient nous dire, de cette fois-ci, il vient nous dire que c'est à cause de nous-mêmes que nous sommes sous-développés, alors qu'il est celui qui ramène les guerres en Afrique et le terrorisme en Afrique. Comment peut-on se développer avec les guerres et le terrorisme?
Là maintenant, il nous annonce qu'un économiste bancal qu'il est, il nous dit on peut avoir du manganèse, du pétrole et ne pas être développé en parlant des pays africains. Il ne faut pas être bête pour penser à autre chose. Mais pourquoi on a du manganèse en Afrique? Non, je vais prendre une ressource que tout le monde a. Allez, le pétrole en Afrique. Une des nombreuses ressources, par exemple, que on va dire la Côte d'Ivoire a, ou le Bénin, ou je sais pas, le Bénin a, et n'est pas développé. Et pourtant, les pays arabes sont développés avec une seule ressource. Le Bénin n'a pas que le pétrole, le Bénin a du coton, le Bénin a tout. Quelqu'un a dit ici sur TikTok que nous sommes tous riches en Afrique, avec plusieurs ressources. Donc, prenons donc une seule ressource. Pourquoi nous ne sommes pas développés? Les pays arabes qui ont une seule ressource sont développés. C'est parce que nous avons des pantins à la tête de nos États qui ont décidé de se mettre à plat ventre pour laisser l'impérialisme nous maintenir dans une situation de pauvreté, parce que je ne peux pas comprendre que j'ai de l'or, parce que soi-disant je n'ai pas une capacité de pouvoir l'extraire moi-même, je vais liquider ma ressource à 10% et donner 90% à la personne qui arrive et qui aurait des machines pour pouvoir extraire l'or. Une bêtise monumentale. Pourquoi nous ne sommes pas développés? Parce que nous sommes encore avec une monnaie de singe qui permet de capter des ressources de nos pays et de les envoyer vers un autre pays qui s'en sert à travers justement son trésor public. Pourquoi nous ne sommes pas développés? Parce que nous avons des dirigeants comme Patrice Talon qui mangent matin, midi, soir avec des terroristes pour nous empêcher de vivre de nos ressources et permettre aux pays occidentaux de nous maintenir dans une situation de pauvreté de peur, de telle sorte que nous ne puissions avoir ni un droit de regard, ni de parole sur nos ressources. Donc, quand on a un président comme ça, qui essaye toutefois de comparer l'incomparable, et en plus, il met devant une réflexion pareille, la Suisse. La Suisse est un pays occidental. Les Occidentaux marchent ensemble. Il y en a un qui bute et les autres partagent le butin. Donc la Suisse est un pays européen qui fait partie des pays qui asservissent le peuple africain, notamment les dirigeants africains comme Patrice Talon. Comment peut-on avoir un dirigeant en 2026 qui vient nous dire que si on peut avoir du manganèse et ne pas se développer, alors qu'il sait que si nous ne sommes pas développés, c'est parce que nous sommes maintenus dans ce sous-développement par des dirigeants comme lui qui essaient de nous miter, c'est-à-dire qui laissent piller allègrement nos ressources, se partagent le butin avec l'impérialisme et l'impérialisme vit de nos ressources pour que nous soyons maintenus dans une pauvreté totale. Donc, ça reste des choses incroyables. On ne peut plus laisser dire ça. Comment les Béninois peuvent laisser un président de la République s'exprimer ainsi? Nous ne sommes pas pauvres en Afrique, nous sommes appauvris. Et nous sommes appauvris à cause des pantins qu'on a installés à la tête de nos États. C'est pour ça qu'on peut avoir du manganèse, du pétrole et ne pas être développé parce que tout a été mis en place pour nous empêcher de le faire. Merci beaucoup. Je viens maintenant sur la situation de M. Téné, M. Téné Braïba. J'aimerais un peu qu'on écoute juste quelques secondes de son intervention pour qu'on comprenne. On a vu qu'il y a eu bel et bien une livraison. Voilà, il y a eu une livraison du matériel militaire de transport de troupes, généralement, en tout cas pour la plupart. Nuance, oui, docteur Nuance. Docteur Nuance. Oui. C'est pas livraison, c'est don. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Ils ont mis sur la page. C'est un don, c'est pas une livraison, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a payé, c'est un don de l'Union européenne. C'est ça qu'elle a. Oui. Voilà. Oui. Bon, ok, il y a pas de souci. Tu as raison. C'est un don. Voilà. Donc, on peut voir ici que l'Union européenne a fait don, justement, de 40 véhicules de transport de troupes dans le cas de la lutte, justement, contre le terrorisme. C'est ça, en tout cas, que j'ai lu. Quand j'ai parcouru un peu la revue de presse, et ben, c'est dans le cas de la lutte contre le terrorisme. Mais lorsque je viens écouter monsieur Téné Braïba, on va écouter très attentivement ce que lui, il dit. Et l'insistance de ce pourquoi ce matériel sera utilisé. Responsabilité de faire en sorte de rétablir. Donc le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure. Excusez-moi, je répète là. Okay. Défense de la patrie, aussi appelée VDP. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP. Il parle ici des menaces terroristes et de l'incursion des VDP. Mais on va voir sur quoi M. Téné Braïba insiste
Nous, c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce qu'il insiste beaucoup plus sur le terrorisme ou bien il insiste sur la présence des VDP, les incursions des VDP? On va écouter. À partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des... Surtout de la part des VDP. Autrement dit, si on devrait faire la balance entre les incursions terreau en Côte d'Ivoire et l'incursion des VDP en Côte d'Ivoire, eh bien, la balance penche directement du côté des VDP. Autrement dit, il a plus peur des VDP que des terreaux. Justement, Tania, justement, cela veut dire quoi, chers camarades? Ça veut tout simplement dire que il y a une indexation déjà directe pour dire que si nous acquérons du matériel militaire, notre premier adversaire, c'est d'abord le voisin. Ce n'est pas la menace asymétrique, ce n'est pas le terrorisme d'abord, c'est d'abord le voisin, l'État voisin. Parce que les VDP, c'est une création de l'armée. En fait, un VDP, c'est déjà un officiel de l'armée burkinabé. Un VDP, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé dans un marigot, il a ramassé une Kalachnikov qu'un djihadiste avait laissé et directement il se constitue en protecteur de sa zone. Non! C'est un officiel burkinabé. Il est payé, immatriculé. Et donc, Tania, la Côte d'Ivoire, via son gouvernement, eh ben, est en train plus d'indexer le Burkina d'être à l'origine de son malheur plutôt que le terrorisme. C'est pourquoi, justement, parce que, comment on l'appelle, l'Union européenne, lui, quand il fait le don ici, comme tu peux le voir, quand il offre les véhicules, eh ben, le message qui est véhiculé, c'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme. Mais M. Ténébrema dit non, il y a même plus que ça. Docteur, ils ont fait des véhicules, oui? Ils ont fait des drones, des trucs de renseignement pour la frontière. Donc, eux, ils avaient dit qu'ils allaient faire ces dons-là déjà pour la lutte antiterroriste. Mais dans quel coup, Ténébrema vient nous parler des VDP, il a peur des VDP, il insiste sur les VDP. Ça veut dire que les VDP sont plus forts que les terreaux. C'est-à-dire qu'il a plus peur des VDP que des terreaux. Mais le problème, c'est que ce qui est choquant, c'est qu'il nous parle des VDP pendant qu'il y a les FDS maliens. Et il y a les FDS burkinabés. Il laisse les FDS burkinabés. Il laisse les FAMA maliens. Et c'est les VDP, les petits là. C'est que les FDS, c'est que si les militaires ivoiriens les voient, ils vont chier sur... C'est les petits par rapport au FDS. Si en fait, justement, Tania. Vas-y. Oui. En fait, Tania, il veut faire présenter les VDP comme d'abord. Parce que s'il fait comprendre que les VDP le font, et s'ils font des incursions, ils déstabilisent notamment le Nord, si vous voulez. Eh bien, c'est parce qu'il ne cite pas expressément les FDS parce que systématiquement, il va se dire les VDP ne sont pas formés. Les VDP n'ont aucune expérience. On leur a tendu les armes de la manière la plus délibérée pour protéger le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Autrement dit, ce sont des gens qui détiennent les armes de manière totalement incontrôlée, Tania. Il veut faire passer les VDP comme des terreaux. C'est ça le problème, Tania. Il veut les faire passer comme des terreaux. C'est-à-dire que des gens qui ont acquis des armes sont une forme de contrôle possible. Voilà pourquoi il insiste sur le maillon faible. Mais c'est le contraire carrément qui se passe. Un VDP ne prend pas des armes comme ça. Un VDP est immatriculé, je rappelle bien. Je me rappelle justement pour corroborer ce que j'ai dit. Il y a eu même un rehaussement de salaire de la part des VDP. Ils ont eu maintenant beaucoup d'avantages actuellement. J'ai eu avec la communication, je pense, du ministère c'est pas de la Défense là récemment, où il y a eu une amélioration de leur statut. Donc ce sont des gens, Tania, qui sont suivis, formés. Et donc quand ce monsieur vient les présenter justement comme étant une menace, il veut les dissocier en quelque sorte des FDS pour dire que le Burkina a des gens armés qui sont totalement hors contrôle de l'État burkinabé.
Et donc, systématiquement, ils deviennent des terreaux. Voilà pourquoi ils jugent que la présence des VDP est plus grave qu'effectivement la menace terroriste qui plane, où M. Wassim Nasr dit que les militaires ivoiriens et les djihadistes, ils se voient, ils s'évitent, ils connaissent les itinéraires des uns et des autres, mais ils refusent d'engager justement le combat. Est-ce que vous voyez, Tania? Et donc, on ne sait pas, et justement, vous comprenez déjà qu'à partir de ce moment, les États doivent, les gardes frontières doivent éviter tout incident. Voilà, que ce soit du côté du Burkina, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, que chacun reste un peu chez lui. Que chacun reste chez lui. On a vu ce qui s'est passé avec l'incursion de l'armée ivoirienne dans le territoire burkinabé. Ils ont enlevé le drapeau, ils ont enlevé. Déjà, ça, ce sont des actes, Tania, de provocation. Ce sont des actes de provocation. Et donc, systématiquement, vous devez vous mettre à l'idée que il y a un grand risque, comme j'avais dit précédemment, qu'il y a un grand risque, Tania, d'embrasement de la sous-région. Il y a un grand risque d'embrasement de la sous-région. Sachez que la Côte d'Ivoire, avec son gouvernement, n'est pas content du fait que autant de preuves les incriminants sont présentés à la télévision où tous les Africains prennent conscience. Ils ne sont pas contents et doivent chercher des moyens, tous les moyens possibles pour procéder à une déstabilisation. Donc, ça, ce sont des accusations directes contre un État. Quand il indexe les VDP, il ne faut pas dissocier les VDP de l'État burkinabé, de l'armée burkinabé. C'est une partie de l'armée burkinabé. Donc, merci beaucoup, Tania. C'est ce que j'avais à dire. Les accusations sont tellement graves et donc on se rend compte que la Côte d'Ivoire n'a pas en fait un problème réel avec les terreaux, mais plutôt avec les voisins, notamment le Burkina Faso. Merci beaucoup. Afrique des fiers guerriers, comment tu vas, mon frère? Bonsoir. Tania, ça va? Ça va, on t'écoute. Il y a votre gouvernement qui devait faire sortir le bilan par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est disponible. Oui. C'est disponible. Bon, pour le moment, je ne sais pas du tout, je te jure, je n'ai même pas fait des recherches sur ça. Parce que moi, histoire de bilan, là, c'est pas tellement important pour moi, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a aussi un truc. Bon, je salue tous ceux qui sont là. Sénateur, docteur, Aigle Royal. Et la justice nigérienne a décidé que l'Allemagne, l'Angleterre et la France doivent nous payer 115 milliards d'euros. Et ce n'est pas discutable. Genre, il n'y a aucune justice internationale qui peut s'interposer à ça. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Et d'après tu sais, il y a, après ce qui s'était passé le 28 janvier passé, tu vois, lorsque le mythomane et la chaussure, Patrice Chaussure, lorsqu'ils ont envoyé les mercenaires avec Emmanuel Mercon à l'aéroport de Niamey, tu sais, le général était sorti, non, il a dit que nous vous avions entendu aboyer. Maintenant, nous, on va rugir. Maintenant, c'est un coup de rugissement. Le rugissement a déjà commencé. Si tu te rappelles la dernière fois, je disais que, en fait, notre rugissement ne sera pas qu'on va venir attaquer le gouvernement en Côte d'Ivoire ou bien attaquer Talon. Non. Ce serait vraiment des poursuites judiciaires avec des preuves. Je les salue. Avec des preuves, tu vois, non? Et les preuves peuvent être matérielles. Il y a même des humains. S'ils veulent même, nous, on va les envoyer les mercenaires et les terreaux comme preuve, quoi. L'essentiel est que les sanctions soient appliquées. Du coup, c'est dans ce contexte que la justice nigérienne, d'accord, comment on appelle ça, pas domaine, la branche qui s'occupe des crimes économiques a décidé que toutes les catastrophes écologiques et sanitaires qui arrivaient à provoquer lors de l'exploitation de l'uranium, tous les vols qu'ils ont fait pendant un siècle, toutes les corruptions qu'ils avaient commis, y compris certains crimes et d'autres problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'agents dont la radioactivité ou disons l'iranate les a provoqué des maladies telles que le cancer. Moi, j'en connais même, parce que moi, je suis né là où on exploite l'uranium, j'ai grandi dans la radioactivité. Donc, après ces calculs et tout, ils ont fait vraiment des calculs méticuleux que je peux bien expliquer, mais c'est une longue histoire. Tout est écrit dans les documents qui a été
voilà, qui a été prise en compte pour mettre en place cette sanction disciplinaire, économique et diplomatique et politique. Et finalement, ils ont mis le verdict selon lequel l'Angleterre, l'Allemagne et la France vont nous verser 115... Non, on a déjà commencé à récupérer ces 115 milliards là. Et on va récupérer tous leurs avoirs qui sont au Niger. Tu sais, ils ont des entreprises, non? Donc, on va trouver comment on va imputer ça à partir de leurs entreprises. C'est du sérieux. Attends, en CFA ou en dollars? Quel CFA? CFA, c'est pas de l'argent, s'il te plaît. C'est quoi CFA? CFA, c'est du faux papier. On parle d'euros. Il faut m'envoyer, pardon, il faut m'envoyer ça après sur WhatsApp. Pourquoi? Écoute, j'ai essayé d'enregistrer, de faire capture d'écran avec, tu sais, c'est une vidéo que Franklin Yamsi a publiée. Il y a une blanche qui expliquait ça. C'est cette partie que j'ai voulu prendre. Maintenant, la capture d'écran que j'ai faite, ça sort pas bien parce que c'est avec ma tablette. Mon portable Samsung, l'écran vient de se fissurer. J'arrive plus à faire des captures d'écran. Mais je vais t'envoyer la partie où j'ai pris, malgré que c'est comme s'il y a une doublure de voix, quoi. Je vais t'envoyer ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Pourquoi le fait que la justice nigérienne a pris cette décision, parce que beaucoup de gens vont se dire non, si la justice nigérienne a pris, il faut d'abord que l'ONU aussi parle, ou bien l'organisation qui gère, ou bien l'organisation qui gère le droit du commerce international et tout ça là. Pourquoi le fait que la justice nigérienne a pris cette décision suffit pour qu'elle puisse s'appliquer? Je sais que tout le monde se pose cette question. En fait, ça suffit parce qu'ils ont fait un document dans lequel ils ont mis l'historique de tout ce qui s'était passé. Ils ont mis les calculs, comment ils ont fait pour faire les évaluations, pour faire sortir comment je vais dire, si je peux dire ça, l'argent qui a été volé, quoi. Lorsqu'on va calculer du moment où ils ont commencé à exploiter l'uranium à maintenant. Et lorsqu'on compare aussi le prix unitaire du kilogramme de l'uranium que eux, ils payent et le prix unitaire de l'uranium au marché international. C'est-à-dire le prix normal, quoi. Parce que c'est le prix qui est imposé à l'international qui est le prix normal. Maintenant, eux, déjà, on sait que ils sont rentrés dans la corruption. Par exemple, le premier président nigérien, Dior Hamani, dont son nom a le nom de l'aéroport qui a été attaqué le 28 passé, il avait été descendu du pouvoir à cause de l'uranium. Tu vois, non? À l'époque, il y avait le premier ministre français, moi j'oublie son nom, je sais pas, c'est lui qui est quelque chose Pleven, ou bien c'est lui qui est Jacques Soustel, j'oublie, je mélange leurs noms. Je sais que quelqu'un est un président des colonies, et René Pleven, je sais pas, j'arrive pas à garder son nom. Maintenant, à son époque, ils avaient décidé de créer les centrales nucléaires de la France, tu vois, à l'époque. Et lorsqu'ils avaient décidé de créer les centrales nucléaires, c'était au même moment là où il y avait les organisations de protection de l'environnement. Donc, on essaie d'imposer dans le monde que tout le monde essaie d'utiliser de l'énergie qui ne pollue pas la nature, quoi, comme les charbons. Du coup, l'uranium était devenu indispensable pour tous les pays du monde. Ce qui fait que il faudrait qu'on augmente le prix. Et surtout pour la France qui créait ces centrales nucléaires, tu vois. Donc maintenant, c'est ça que le président du Niger, Dior Hamane, avait remarqué. À l'époque, les Nigériens étaient vraiment dans une grande famine. C'était vraiment l'une des famines qui a le plus impacté le Niger, tu vois, non? Et il y avait beaucoup de crises à l'époque, la famine et tout ça là. Donc Dior Hamane a vu que ces gens-là, ils n'achetaient pas l'uranium, ils prenaient ça gratuitement. Et il a voulu partir discuter avec eux pour leur dire, vu que c'est devenu très important pour eux, d'augmenter. Il leur demande même pas d'acheter ça au prix du marché. Hein. Non, non. Il voulait juste qu'ils augmentent. Comme ça, le Niger pourrait s'en sortir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de millions de Nigériens. Je sais pas, peut-être c'était 7 millions ou 6 millions à l'époque. Nous étions 7 ou 6 millions, quelque chose comme ça, vers les 1960 et quelques. Du coup, 3 jours avant leur réunion, à leur époque, c'était pas Areva. 3 jours avant la réunion, et aussi Dior Hamane voulait aller aussi parler de ça à l'ONU, et aussi il discutait avec des spécialistes égyptiens pour créer le franc, de l'argent pour le Niger, tu vois, parce que lui-même il était contre l'unité monétaire à l'époque. 3 jours avant cette réunion, il y avait eu les gars, la Seyni Kounché,
un vrai traître. Il est venu, ils ont dit à sa femme, qui s'appelait Aïssa à l'époque, Inpel, et ils lui ont emprisonné. Tu vois, non? Donc, à cause de l'uranium, déjà, le premier président nigérien était tombé. Et il y a eu aussi un autre président, Tanja Mamadou. Lui aussi, c'était à cause de l'uranium. Il voulait aussi augmenter les prix de l'uranium. C'était même lui, à son temps, que pour la première fois, les gens disaient qu'il y a eu des coupures en France. Parce que lui, il était le premier qui a commencé à amener les Chinois au Niger pour que les Chinois exploitent l'uranium. Parce qu'on a tellement d'uranium, quoi. Les Chinois avaient découvert un gisement vers Imraren et ils ont commencé à exploiter ça. Et lorsque les coupures avaient commencé en France, c'est à cette époque-là que le Satan, là, comme il s'appelle, Sarkozy, il était venu au Niger et dès qu'il était parti, il y a eu le coup d'État et Tanja aussi était tombé, tu vois, non? Donc l'uranium, comme l'avait dit Lamine Zen à l'ONU, n'a causé aux Nigériens que désolation et misère et zigouillage du Niger, tu vois. Et après, maintenant que Tchani est venu, toutes ces choses, parce que c'est pour cela que je vous donne ce petit historique, tous ces trucs ont été mis dans le dossier qui a été mis en place. Et aussi, tu sais, au-delà des règles de droit international, les règles nationales comptent plus que les règles de droit international dans un pays. Tu comprends, non? Et généralement, le droit international, il intervient si, par exemple, tu vois quelqu'un comme Alassane Ouattara. Tout le monde sait que la justice de la Côte d'Ivoire ne peut rien contre lui. Tu vois, non? Maintenant, c'est à ce moment-là que, s'il est trop injuste, que le droit international peut intervenir et le faire tomber. Et c'est là que les Occidentaux peuvent se cacher dans des prétextes tels que c'était un dictateur, comme il l'avait fait à Kadhafi, tu vois. Mais s'il y a la justice, comme ça y est ici au Niger, tu vois, si la justice nigérienne prend un verdict et condamne un délit, met en place une sentence, une sanction, le droit international ne peut pas intervenir. C'est pour cela que la justice nigérienne a pris hier la décision de façon souveraine que ces gens-là vont nous payer 115 milliards d'euros, Tania, et on est déjà en train d'imputer ça. Pour dire quoi? Je voulais juste dire à ceux qui s'attendent à voir qu'est-ce que notre enregistrement va donner, qu'ils comprennent que nous, notre enregistrement a commencé déjà à se faire entendre par Emmanuel Mercon, comme l'avait dit le général Abdourahmane Tchani. Maintenant, le mythomane, le dramane, je m'excuse de ce terme, Tania, le bâtard constitutionnel, il n'a qu'à s'apprêter. Lui aussi, son enregistrement, le enregistrement qui lui sera destiné est en route. Maintenant, la chaussure du Bénin, lui, franchement, c'est comme une moustique, quoi. Ou bien c'est un moustique, on dit, je sais pas, j'arrive pas à faire la différence. Je sais pas si c'est une moustique ou un moustique. Lui, il nous fait pas, en fait, il n'est rien du tout, quoi. Je suis désolé. Pour nous, les Nigériens, le Bénin, c'est juste un quartier, c'est 110 km². Tu vois, on a une nappe souterraine à Dosso, à côté du Bénin, qui fait 300 et quelques km². Il est 3 fois plus grand que le Bénin. Une nappe souterraine de mon pays est 3 fois plus grand que le Bénin, tu vois. Donc, vraiment, le Bénin n'est rien. Moi, souvent, je dis que le Bénin, c'est juste que, en fait, c'est juste qu'il a été créé pour empêcher le Niger d'avoir un débouché à la mer. C'est juste une méchanceté, en fait. Tu vois, non? Mais les Béninois se vantent, ils disent que, voilà, le Niger, on n'a pas des goudrons, on n'a pas du carrelage et tout. Si on regroupe tous les goudrons qui ont été tracés, qui ont été faits au Niger, tous les goudrons dans toutes les villes et tout, toutes les pavés et tout ça là, on regroupe ça dans une seule ville du Niger. Ça va être plus grand que le Bénin entier, en fait. Ça veut dire que nous, si on était au Bénin, même la mer, il y aura du goudron sur la mer, tu vois. Du coup, c'est pour cela que j'essaie vraiment d'expliquer aux Béninois de se réveiller. Voilà. Nous, en une seule semaine, on peut vraiment prendre le Bénin, mais c'est juste qu'on n'a aucun souci avec le peuple du Bénin. On n'a aucun souci avec le peuple de la Côte d'Ivoire. Tous les Béninois qui sont contre la chaussure qui veut marcher sur leur tête, ils sont nos frères. On est avec eux. On les appelle vraiment. S'ils veulent vraiment faire des mouvements, nous, on est là, on peut les aider. Vraiment, on peut être avec eux. On peut même les envoyer des drones, des avions et tout ça là, quoi. Moi, je peux même rentrer parmi ceux qui vont aller au Bénin, les aider pour faire tomber la chaussure, tu vois, non? Tous les Ivoiriens aussi, qui sont contre les dramanes mythomanes, tu vois, donc, comme, qui sont dans une situation où on peut les emprisonner, comme on l'a fait à Ziggy,
comme on l'a fait à Damanas, Picas, tu vois, et tous les autres Ivoiriens qui ne peuvent plus parler. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même pour péter, tu es obligé de péter d'une façon que ça va plaire à Alassane Ouattara, tu vois. Si tu veux tousser, tu es obligé de tousser d'une façon que ça va plaire à Alassane Ouattara, sinon on va te jeter en prison et là-bas, on va t'empoisonner. Je vis la vidéo d'un ministre ivoirien, je sais pas si c'est un ministre, il a dit depuis qu'il est parti en prison et qu'on l'a fait sortir jusqu'à présent, il est malade. Rien que les conditions sont tellement inconfortables qu'en fait, il n'y a pas grande différence entre toi et un homme qui est déjà mort, tu vois. Donc vraiment, tous ces Ivoiriens aussi qui sont contre le mythomane, qu'ils sachent que nous sommes ensemble. Nous formons la même famille et nous menons la même lutte et qu'ils sachent aussi que bientôt, vraiment, leur rêve va se réaliser parce que le mythomane va tomber face au rugissement. Du coup, je vais chuter, sénateur, je chute. Voilà, je voulais juste que tout le monde s'apprête et regarde, comprenne qu'à l'horizon, le rugissement de l'AES arrive. Et ça va faire des dégâts. C'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup.